Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous, c'est la revue de presse numéro 630 du 18 novembre 2025. Alors, j'aimerais vous demander de regarder l'état de votre abonnement parce que nous sommes 130 000 sur cette chaîne et, et vraiment, peu de gens viennent sur ces revues de presse. Alors, regardez l'état de votre abonnement. À mon avis, on a des problèmes avec les algorithmes, mais regardez l'état de votre abonnement. Puis je crois, vous savez, il y a une petite cloche. Regardez sur la petite cloche. Alors, c'est possible que ce soit tout simplement YouTube qui oublie de nous recommander. Mais bon, c'est très possible, puisque nous sommes pour la paix. Bien, que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, selon le site Conflit en carte, l'avancée semaine par semaine de la Russie est là une des plus grandes avancées depuis au moins 2 ans, en comptant bien sûr les avancées semaine par semaine, ce qui est assez exceptionnel. Et c'est peut-être pour cela que M. Zelensky a décidé d'aller en Turquie. Il va en Turquie, d'après son compte X, il va en Turquie simplement pour essayer de relancer les négociations. Alors en effet, après Pokrovsk, après toutes les villes qui commencent à tomber, c'est problématique pour lui. Très problématique pour lui. Donc, il va essayer de relancer les négociations d'Istanbul. Alors vous savez, vous vous rappelez des négociations d'Istanbul, c'était extrêmement problématique. Les plus grandes négociations d'Istanbul se sont déroulées en 2022 sous la tutelle du Premier ministre israélien d'alors, c'était pas Netanyahou, hein, qui lui-même avait dit que ces négociations avaient abouti. Elles avaient abouti à un accord entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, ces négociations ont été cassées par les Occidentaux. C'est terrible parce que l'Ukraine ne serait pas dans cet état. Il y aurait 1 million et quelques de morts en moins. Et tout le monde s'en serait porté mieux. C'est terrible. Alors, au Moyen-Orient, à Gaza en particulier, des nouvelles importantes à mon avis. Le Conseil de sécurité a décidé qu'une force de paix pouvait peut-être aller à Gaza. Alors, cette force de paix, moi je trouve que c'est intéressant pour les Palestiniens de Gaza. Mais cette force de paix n'est, pour l'instant, le Hamas n'est pas vraiment d'accord avec ça parce que cette force de paix doit désarmer le Hamas. Certes, c'est normal, mais les Israéliens sont toujours là. Donc il faudrait à ce moment-là que les troupes israéliennes évacuent complètement la bande de Gaza. À ce moment-là, à mon avis, je pense, le Hamas serait d'accord. Enfin, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même une très très bonne chose pour les Palestiniens. Alors MBS est à Washington, il va parler de tout ça avec Trump. Et est-ce que Trump va tordre le bras à Netanyahou? Espérons-le. Bien, eh bien, écoutez mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 630 du 18 novembre 2025. Bonne lecture
À bientôt. Alors, et n'oubliez pas, abonnez-vous, et puis la cloche. Et puis, vraiment, vraiment, je vous en prie, partagez, partagez ces vidéos, car il faut qu'on soit vu. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas autre chose. Soyons vus. Bonne lecture. Au revoir. En résumé, sur cette dernière semaine, on constate des gains records pour les Russes sur une durée de 7 jours, mis à part les premières semaines de la guerre, bien entendu. Pokrovsk et Mirnorad sont en train de tomber, et c'est maintenant Oulialpol sur le front de Zaporizhia qui est menacé depuis l'Est, où les Russes ont percé la ligne de défense ukrainienne. Je suis à la fois très interloqué par tout ça, et en même temps très inquiet. Interloqué parce qu'on est en train de parler de choses fictives. Dassault, par le succès de son avion, a des chaînes archi-bourrées. Donc il y a aucune... Ils ne peuvent pas fabriquer ces 100 avions à vision humaine, puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendent les avions. Les Indiens, les Grecs, l'armée de l'air. Voilà. Il n'y a pas les avions. Deuxièmement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas un sou. L'Ukraine a besoin chaque année de 100 milliards d'euros. Les Américains ont arrêté de payer depuis le mois de janvier, donc ça nous retombe à nous, Européens. Et de donner des avions. Et oui, on est censé les acheter et leur offrir. Le problème, c'est que cette année, l'Europe va donner 74 milliards, mais la France donne quasiment rien, parce qu'il n'y a plus d'argent en France du tout. Cette année, on va donner 120 millions, c'est-à-dire même pas le prix d'un avion. Donc il n'y a plus d'argent, il y a des avions théoriques, peut-être fabriqués dans les années qui viennent, bien après le départ de M. Macron et de M. Zelensky. Mais dans le court terme, on a un exercice de com de la part de deux messieurs qui ont des problèmes graves. Zelensky est rattrapé par la corruption tout près de lui. Son meilleur ami associé est en fuite. 4 de ses ministres ont dû démissionner. 100 millions d'euros se sont évaporés. Ça, c'est de l'argent versé par les Occidentaux. Évaporé. Quant à Macron, il ne vit que d'expédients de communication. Aujourd'hui, en plus de l'Ukraine, il avait l'industrie. Il a organisé un colloque sur l'industrie, un dîner à l'Élysée pour expliquer que l'industrie française marche très bien alors qu'elle est en train de couler. Demain, il va aller chercher Boilem Sansal à Berlin et je vous fous mon billet qu'il va revenir avec lui. Donc il est dans une espèce de course de com parce qu'il a perdu pied. Il n'a plus de parti, plus de majorité, pas de budget. Donc on a l'aveugle et le paralytique qui organisent un exercice de com mondial pour dire on existe. Maintenant, là donc, où je suis... C'était du théâtre à Villacoublay, en fait. Du théâtre. Le problème, c'est que c'est dangereux. C'est qu'il y a un côté inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant ? Un, parce que la guerre va très mal pour l'Ukraine. Les Russes sont en train de pousser. L'Ukraine souffre énormément tous les soirs. Et puis les jeunes ne veulent plus se battre. Merz, le chancelier allemand, a dû appeler Zelensky la semaine dernière pour lui dire « Tu reprends les 100 000 jeunes Ukrainiens qui sont ici en Allemagne, tu les reprends chez toi. » Donc les jeunes partent, ils ne veulent pas se battre, on peut les comprendre, parce que c'est un mouroir, la guerre. La population ukrainienne a fondu, il n'y a plus d'argent, les Américains ne soutiennent pas, ils s'en lavent les mains, et les Européens ne savent pas où trouver l'argent. Aujourd'hui, seuls les Allemands et les Hollandais ont un peu d'argent, les autres n'en ont pas, alors on cherche de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi la grande solution ? C'est d'aller piquer l'argent des Russes qui est déposé dans une banque qui s'appelle Euroclear à Bruxelles. C'est de l'argent, c'est un fonds souverain qui appartient à la Banque centrale russe. Donc pour l'instant, on a fait travailler cet argent, on a pris les intérêts, on a pris 5 milliards, mais là l'idée c'est d'aller prendre les 160 milliards de façon à financer la guerre pendant les 2 prochaines années. Mais si on fait ça, on va littéralement faire exploser les règles de la finance internationale, et un pays comme la France qui doit emprunter 300 milliards par an va lui-même se trouver fragilisé parce qu'il n'y aura plus de règles de sûreté, de confiance au niveau international. Donc on est... là où c'est inquiétant, c'est qu'au lieu d'essayer de sortir de ce piège de la guerre, il faut en sortir. Les Russes n'ont aucune raison de faire un cessez-le-feu, mais il faut faire un traité de paix. Donc il faut s'asseoir et trouver. Mais au lieu... Pour le moment, Poutine n'a pas voulu rencontrer Volodymyr Zelensky, si ce n'est en Russie. Donc évidemment, c'était se jeter pour Volodymyr Zelensky dans la gueule du loup. Mais il faut travailler... Il y a toutes sortes de façons de faire. Hein. Il y a ce qu'on appelle les track-tools, les rencontres discrètes. Il faut arrêter cette guerre. Ils en sont à 1,5 million de victimes. Bien sûr. Bah,
il faut arrêter cette guerre parce que si plus elle est longue, plus elle peut dégénérer. Et donc, tout ça va dans la mauvaise direction. Qui ne veut pas arrêter la guerre ? Écoutez, quand vous êtes en train de dire « je vais vendre 100 avions », c'est une menace stratégique pour nous. Le général en chef dit « il va y avoir une guerre dans 3 ans ». On est dans une atmosphère anxiogène qui, moi, me rappelle 1914. C'est-à-dire que personne ne voulait faire la guerre, mais à force de faire des erreurs de calcul successives, tout ça s'emboîte dans un mécanisme infernal. Aujourd'hui, plusieurs capitales en Europe vous disent on va y avoir une guerre avec les Russes dans 3 ans. Mais c'est une dinguerie. Les autorités françaises veulent donc transférer la tension vers l'extérieur pour y exciter d'autres forces, d'autres pays, par exemple la Russie, pour nous provoquer à des actions actives et dire aux Français « Citoyens, venez avec moi, rassemblez-vous autour de moi, je vous mènerai à la victoire comme Napoléon. » La première condition pour résoudre un conflit, c'est de le comprendre. C'est la première condition. C'est comprendre les tenants et aboutissants des uns et des autres. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos médias interdisent toute réflexion qui pourrait aboutir à des conclusions différentes de ce que eux nous proposent. C'est ça nos médias contribuent à utiliser. D'ailleurs, c'est dramatique. Je pense que les Européens pensent que Trump n'est pas un pacifiste, mais il a ce sens un peu animal de l'humanité qui lui fait comprendre que ce conflit ne rapporte rien à personne et qu'en réalité, ceux qui en payent le prix sont les Ukrainiens. Et en Europe, on a une vision beaucoup plus perfide de la chose, c'est-à-dire que on n'aime pas la Russie, on voudrait que son régime change, et pour ce faire, eh bien, on a décidé qu'on sacrifiait l'Ukraine. Mais j'ai été frappé par l'emploi des termes, et vous les avez relevés, proxy, sabotage, agitation. Ce sont des choses qui sont très précises. Là où il y a un glissement dans son expression, mais encore une fois, l'extrait est très court, parce que vous relevez le fait qu'il dit qu'il y a des gens qui pourraient être opposés à cela. Mais c'est très important de leur permettre d'exprimer ce dissensus et cette dissension et ces désaccords. C'est-à-dire que ce qu'il faut absolument éviter en France, c'est, au regard de ce qu'on estime être nos obligations, notre devoir moral à l'endroit de l'Ukraine, d'interdire les voix dissonantes. C'est ce qu'on fait ici. Je crois qu'on en a vu l'illustration ce soir. C'est très important. Et donc, le risque qui pointe, et on le sent en transparence derrière ces propos, c'est de dire « Ah, mais est-ce que vous ne seriez pas financé finalement par la Russie ?» Et vous n'êtes pas un manifestant honnête. Vous faites de l'aguide-propre. Parce que vous êtes payé par quelqu'un, pas parce que vous avez une opinion valable. Et là, on arrive sur un point de tension pour notre démocratie qui est Mais vous, qu'est-ce que vous pensez, pardon, parce que ce n'est pas des débats théoriques de salon. Vous, par exemple, très concrètement, si demain, la demande a été faite par les Ukrainiens, que... Au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 15 autres blessées lors de nouvelles frappes russes dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ce lundi. À Balaklia, au sud de Kharkiv, 3 personnes sont décédées dans ces offensives qui ont endommagé une école maternelle, des immeubles résidentiels et des véhicules selon le gouverneur de la région. Il a précisé que 4 adolescentes, âgées de 12, 14, 15 et 17 ans, figurent parmi les blessés. Une femme de 76 ans et un homme de 51 ans ont également perdu la vie dans des frappes distinctes menées à Nikopol, à l'ouest de Zaporizhia. Ce lundi, les drones russes ont également pris pour cible les infrastructures énergétiques et portuaires de plusieurs villes de la région d'Odessa. Ces frappes ont déclenché de nombreux incendies et endommagé un nombre indéterminé de navires civils. Une personne a été blessée lors de ces bombardements. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré 2 missiles balistiques et 128 drones de frappe et de leurre à travers le pays pendant la nuit. Les défenses aériennes ont indiqué avoir abattu et bloqué 91 drones, tandis que 32 autres ont atteint leur cible. Les Ukrainiens, quant à eux, ont attaqué le port de Novorossiysk. Donc c'est un port qui se situe à l'est de la mer Noire. Donc, je vous montrerai sur la carte. Ici, exactement. Attaque qui a donc eu lieu le 14 novembre. Les Ukrainiens ont utilisé des drones, mais également des missiles Neptune. Suite à cette attaque, plusieurs incendies ont été détectés sur Firms, comme vous pouvez ici le voir à l'écran. Le terminal de fret ainsi que le terminal pétrolier
ont été touchés. Des images satellites ont également été diffusées. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le terminal pétrolier qui a été touché dans la frappe. Et dans ces frappes également, une batterie de système S-400 a également été ciblée ici, plus au sud du port de Novorossiysk, donc ici exactement. Donc le 11 novembre, on peut apercevoir ici au moins 4 lanceurs présents sur le site. Et 24 heures après les frappes, on peut constater ici une zone qui a brûlé, donc suite aux frappes ukrainienne, et on peut ici en déduire qu'au moins 2 lanceurs S-400 ont été détruits dans ces frappes. À noter également que hier soir, les infrastructures ferroviaires de la ville de Dnipro, donc c'est en Ukraine, ont été touchées dans des bombardements russes. Donc la ville de Dnipro se situe ici, et la gare ferroviaire de Dnipro a été touchée hier soir. On se rappelle que beaucoup de dirigeants ont cru qu'ils allaient gagner contre les démocraties. Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Muammar Kadhafi, ils ont cru que les démocraties étaient faibles. À la fin, nous avons été les plus fortes. Est-ce que vous ne risquez pas de finir aussi comme cela ? Oui, les parallèles sont un peu douteuses, mais bon, personne n'a jamais dit que la démocratie était un mauvais système. Si on regarde ce que Francis Fukuyama, par exemple, a dit là-dessus, la démocratie libérale n'est pas le point final du développement de l'humanité. Et nous en avons vu déjà des preuves. Si c'était bien le cas, depuis longtemps, dans tous les pays, cette forme d'administration régnerait. Mais on peut voir les fruits de l'imposition de ce modèle en Libye, en Syrie et dans toute une série d'autres questions qu'on voulait repenser à la manière occidentale. Donc, oui, je ne suis pas sûre que cette association que vous avez a un rapport avec la Russie. Et autre chose, chaque pays suit en fait son propre cours d'évolution, de développement. La Russie, c'est un pays qui a une histoire de plusieurs millénaires, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité avec des capacités nucléaires parmi les plus grandes au monde. Et oui, je suis sûre que nous aurons toujours la possibilité de nous défendre. On se dirige maintenant sur Kupiansk. Les Russes ont réussi à reprendre le terrain ici, au nord de la ville, qui avait été disputé par les Ukrainiens suite à une contre-attaque. Celle-ci n'a pas été concluante. Et sur la ville même de Kupiansk, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle. Par contre, des vidéos ont été publiées, et ici notamment, sur la partie ouest, par rapport à la rivière Oskil que vous avez ici, une vidéo a été publiée le 15 novembre dans laquelle des combats rapprochés ont lieu dans ce secteur exactement. Donc des fantassins ukrainiens et russes se disputant ici ce bâtiment notamment. Et à l'est de Kupiansk, donc à l'est de la rivière Oskil, une vidéo a été publiée hier dans laquelle on peut observer la présence de l'infanterie ukrainienne dans ce secteur. Les Ukrainiens ici, en date du 10 novembre, ont tenté d'acheminer des blindés dans le centre de Kupiansk, mais ces derniers ont été interceptés par des drones kamikazes russes, et les 3 ici ont été détruits donc dans cette journée du 10 novembre. Donc on a 2 BMP-1 et 1 BMP-2. Donc les combats continuent pour la ville de Kupiansk. Sur la partie est ici, on note un nivellement de la ligne de front ici au profit des Russes qui ont donc sécurisé de nouveau ces parties de terrain. Et ici, je laisse ce secteur dans la zone grise car malgré l'avancée des Russes ces dernières semaines, ici donc dans ce secteur, de nombreuses positions ukrainiennes ici ont été bombardées cette dernière semaine, ce qui sous-entend que ce secteur ici n'est pas sous contrôle russe et à mon niveau je laisse ce secteur ici dans la zone grise. Et là j'ai oublié ici au sud de Kupiansk, c'est un VBL ukrainien qui a été détruit le 14 novembre, donc sur la vidéo on le voit le blindé en feu. C'est souvent présenté médiatiquement évidemment comme une nouvelle étape, effectivement on parle de 100 rafales, on est quand même sur des contrats de près de 10 milliards d'euros d'armement. Donc, c'est pas rien à l'avenir. Tout ça est hypothétique. Mais en réalité, quand on dit lettre d'intention, ça veut dire que l'Ukraine se déclare intéressée pour acheter à la France 100 rafales plus les systèmes d'armement et les autres armes que vous avez citées. Mais ce sont des armes qui n'existent pas. Ces rafales n'ont pas été construites. La France n'a pas demandé un paiement particulier et l'Ukraine ne peut pas payer. Donc, in fine, l'Ukraine va demander à l'Union européenne de payer pour des rafales fabriquées par la France. Bon, ce principe-là a déjà été acté
dans les accords, on va dire, aujourd'hui, entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'Ukraine bénéficiait d'armements américains achetés par les Européens. Bon, là, maintenant, la petite différence, c'est que les Européens vont acheter à la France des armements qui vont être livrés à l'Ukraine. Mais tout ça est totalement virtuel. C'est-à-dire que, on peut dire, d'abord, l'échéance, c'est 2030. Donc on participe, et c'est là où c'est intéressant quand même, parce que d'un probable après-guerre. C'est-à-dire il s'agit pour la France d'apporter son soutien concrètement à l'Ukraine dans la défense de l'Ukraine après la fin du conflit. Et c'est là où il y a quand même une étape franchie, la France venant au secours de l'Ukraine, comme d'autres pays. La Suède a accepté, et là c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus proche, de fournir une centaine d'appareils Gripen de combat à l'Ukraine. Donc là, ceux-là interviendront sur le champ de bataille plus rapidement que les Français. Mais bon, tout ça est très hypothétique et très avec beaucoup de conditionnels, et il n'y a rien de concret réellement, à part, encore une fois, une véritable opération de com faite par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Tu dis, on file des milliards à l'Ukraine, ils achètent des armes de destruction massive, ils ont des missiles Taurus, ils ont des Rafales et tout, et quand même, il y a des reportages encore de propagande qui sont encore plus pétés que ce que je viens de vous montrer avec les exercices de l'OTAN, où on explique que... Ça sent le poisson avec, hein. Ah oui. Christian et Gérard ont déjà envoyé 120 km de filets en Ukraine et leur travail est loin d'être fini. Il y a de la ressource, hein. Il y a des dizaines de kilomètres qui attendent de partir. Le monde de la mer est vraiment solidaire de l'Ukraine. Car ces filets bretons auront une seconde vie. En Ukraine, ils serviront bientôt à capturer des petits drones russes équipés d'explosifs avant qu'ils ne s'écrasent sur les routes ou sur les soldats dans les tranchées. Si les budgets suivent, en Ukraine, ce sont des transports ukrainiens qui seront missionnés pour venir charger leurs filets ici. On parle de 50 milliards d'aides européennes, plus 50 milliards d'aides américaines, de milliards d'euros en fait. Et là, t'expliques qu'il n'y aurait pas un camion qui serait capable d'emmener des filets de pêche en Ukraine pour attraper des drones là-bas? Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk, en commençant ici avec la destruction d'un BTR-82 russe au nord de Rousnyar. Ici, nous avons un Humvee qui a également été détruit le 16 novembre. Dans le secteur de Chakovier, l'infanterie russe y a été bombardée et attaquée par des drones kamikazes. On note ici un gain de terrain au profit des Russes, donc au sud de Volodymyrivka. Dans le secteur au sud de Koutcherivkar, ce village qui est maintenant sous contrôle de l'armée ukrainienne. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je n'ai eu aucune géolocalisation de part et d'autre, donc je ne sais pas actuellement qui contrôle ce secteur, russe ou ukrainien. Donc dans le doute et en attendant une confirmation visuelle, je laisse ce secteur dans la zone grise. On continue, on se dirige un petit peu plus au sud. Ici à l'est de Bilitskie, un cosaque de l'armée ukrainienne a été filmé, ou du moins sa carcasse, qu'il en restait le 4 novembre. Et nous arrivons maintenant sur les villes de Pokrovsk et de Myrnorad. Comme vous pouvez le constater, on note encore des avancées russes. La chute de ces deux villes devrait maintenant intervenir sous peu, puisque la situation de l'armée ukrainienne ne cesse de se détériorer. Sur la partie sud, d'abord, tout ce secteur est maintenant passé dans la zone grise. Les Russes ont progressé en sécurisant cette partie du terrain dans le secteur de Promim. Dans ces attaques, ils ont perdu un BTR le 5 novembre et le sud de Myrnorad est maintenant disputé. Et avant donc de lancer leur infanterie entre les 11 et 14 novembre, nous avons ici plusieurs géolocalisations donc de l'infanterie russe qui progresse sous le feu de l'artillerie ukrainienne. Mais ce sont surtout les Russes et plus précisément leurs forces aérospatiales qui ont bombardé ici le sud de Myrnorad entre les 11 et 14 novembre avec plusieurs FAB et notamment des FAB 3000 qui ont totalement rasé le quartier. Et comme vous pouvez ici également le voir sur cette vidéo, l'état de la ville de Myrnorad. Dans ces combats ici et suite au bombardement, 17 soldats ukrainiens se sont rendus dans ce secteur, donc le 11 novembre, après avoir reçu des tracts qui ont été donc largués par les Russes dans ce secteur. Et comme après chaque bombardement intensif russe, on devrait voir prochainement l'infanterie russe investir la partie sud de la ville de Myrnorad.
Ensuite, sur Pokrovsk, le 15 novembre, les Ukrainiens, et plus précisément leurs forces aériennes, ont tenté de ralentir l'avancée russe en bombardant ici un axe logistique le 15 novembre. Cela n'a pas suffi à entraver l'avancée des Russes dans la ville de Pokrovsk. Malgré la présence de soldats ukrainiens dans ce secteur le 11 novembre, ici. Les jours suivants, ce sont les Russes qui ont été filmés, notamment dans ces secteurs. 13 novembre, ici, l'infanterie russe a été bombardée le 12. Et c'est notamment au nord de Pokrovsk où on note l'avancée de l'infanterie russe la plus significative de cette semaine. Mais c'est surtout ici des éléments avancés russes qui ont été bombardés il y a 48 heures dans ce secteur, et ce qui signifie que les Russes ont coupé le dernier axe logistique ukrainien vers les villes de Pokrovsk et de Myrnorad. Donc pour l'instant, je laisse ce secteur dans la zone grise disputé, après que les Russes ici ont envoyé donc des éléments avancés. Mais comme vous pouvez le constater, l'axe logistique est maintenant coupé. D'ailleurs, cet axe logistique a été particulièrement attaqué par les Russes, comme vous pouvez le voir ici, avec de nombreuses destructions de blindés ukrainiens qui ont été géolocalisés cette dernière semaine. Donc ici, on a un M113 qui a été donc détruit le 7 novembre. Et ici, là, je fais un petit zoom pour bien vous montrer qu'on a plusieurs blindés qui ont été donc détruits depuis le début du mois de novembre dans ce secteur qui est l'axe logistique vers les villes de Pokrovsk, Myrnorad. Et à l'ouest, là également, des destructions ont été géolocalisées, notamment avec des VBL. Et ici, un Bison, c'est ce type de blindé, le Bison, donc un blindé de transport de troupes, un MV et un BMP2. Et si on se déplace encore plus à l'ouest, ici, ce sont des canons automoteurs ukrainiens qui ont été détruits, donc dans un ordre chronologique. Encore une fois, ici, un Gvozdika. Et ici, un canon César qui a été détruit par un drone kamikaze russe le 12 novembre au sud-ouest du village de Myrnie. Donc voilà pour ce secteur de Pokrovsk où, comme vous pouvez le constater, les villes de Pokrovsk et de Myrnorad sont en train de tomber. Les Russes continuant d'augmenter la pression et ils ont maintenant coupé l'unique axe logistique vers les deux villes. Cette vidéo a sidéré l'Ukraine. On y voit une dizaine d'hommes qui surgissent au milieu du brouillard. Ce sont des soldats russes entrant dans la ville de Pokrovsk, dans le Donbass. Une scène surréaliste, où des militaires sont juchés sur de vieilles motos. D'autres au volant de voitures endommagées sans portière. Enfin, certains hommes se déplacent, même à pied. Objectif, se faire le plus discret possible pour ne pas être repéré par les drones ou les satellites des services de renseignements américains. L'armée russe a retenu la leçon de ces chars d'assaut systématiquement détruits par les Ukrainiens. Désormais, ils envoient de petits groupes d'hommes, comme ici, où 2 soldats essayent de s'infiltrer à pied entre les lignes de défense ukrainiennes. Il y a de plus en plus de petits groupes de saboteurs qui essaient d'avancer et de s'infiltrer entre nos positions. C'est dur de tous les détecter. Sur cette autre vidéo, un soldat russe avance même seul, en courant au milieu des champs. Une tactique qui permet à la Russie de progresser dans le Donbass en direction de Pokrovsk, cité minière où les combats durent depuis plus d'1 an, qui est désormais presque totalement encerclée par l'armée russe. Quand ils arrivent en ville, ils se perdent volontairement et ils se cachent. En général, ils se cachent dans des caves. Ils vont attendre le signal de regroupement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les petites équipes se regroupent et elles forment une unité militaire. Pour l'instant, l'Ukraine réfute tout encerclement et diffuse même cette vidéo où on voit 2 véhicules militaires russes cloués au sol par la défense ukrainienne à l'entrée de Pokrovsk. Et j'ai beaucoup de contacts en Ukraine d'ailleurs. Et j'ai vous dire que j'ai ici à Bruxelles, beaucoup de réfugiés ukrainiens qui m'ont remercié pour ce que je disais. Parce que pour eux, il est important qu'on comprenne ce conflit dans toutes ses dimensions. Parce que la solution ne peut venir que d'une compréhension de toutes les dimensions, pas simplement le point de vue de Bruxelles, qui est exclusivement celui qui est présenté par nos médias, notamment nos médias d'État. Or, c'est là le fond de la question, c'est la compréhension. On a beaucoup de gens d'ailleurs, même d'ailleurs dans les médias alternatifs, je parle des médias alternatifs francophones, il n'y a pratiquement personne, et quand je dis pratiquement personne, j'utilise le mot personne à dessein, qui fait de vraies analyses qui comprennent le conflit.
Chacun essaye d'ajuster des arguments plutôt pro-russes, plutôt contre, etc., plutôt pour ou contre, etc., selon le gré du vent, mais qui n'ont pas compris la mécanique de ce conflit, comme d'ailleurs du conflit palestinien d'ailleurs. Et ce que j'ai essayé de faire dans mes livres, c'est de comprendre, d'expliquer cette mécanique. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'utilise principalement des sources ukrainiennes pour l'expliquer. Quand on me dit que je dis ce que dit Poutine, c'est pas vrai, c'est Poutine qui dit ce que je dis. Mais c'est pas moi qui dis ce que je dis Poutine, c'est pas moi qui dis ce qu'il dit. C'est l'inverse. Parce que la réalité, c'est que mes sources sont... Vous n'avez pratiquement aucune source russe dans mes livres. Parce que les Ukrainiens ont très bien compris ça. Et ils comprennent très bien aussi que les Européens les exploitent dans cette affaire. Et nos médias, et on voit nos journalistes qui reçoivent des prix, etc., pour le reportage, qui sont même mensongers. Je l'ai démontré d'ailleurs dans certains de mes livres. J'ai expliqué les mensonges, mais vous avez des journalistes de nos médias d'État qui reçoivent quand même des prix pour ça, parce qu'on cultive finalement, non pas une explication du conflit pour faire comprendre le conflit, mais un narratif qui doit finalement soutenir la politique que nous avons contre la Russie. Et ça, c'est, à mon avis, intellectuellement, quoi qu'on pense, des uns comme des autres, c'est inadmissible. Et c'est les Ukrainiens qui en payent le prix. Si on n'était pas intervenu en 2022, Zelensky, qui avait fait la proposition aux Russes, qui a été cette proposition acceptée par les Russes, eh bien, on n'aurait plus de conflit en Ukraine. C'est-à-dire qu'on aurait sans doute encore des négociations sur la question du Donbass, sur la Crimée. Il y aurait certainement encore des questions qui seraient ouvertes et qui seraient peut-être encore en cours de négociation, je ne sais pas. Mais on n'aurait plus le champ de bataille qu'on a maintenant. Nous avons la ville de Donetsk qui se trouve ici et le front de Dnipro qui arrive jusqu'ici. Au sud de Bidarilivka, nous avons un BTR-60 de l'armée ukrainienne qui a été filmé le 16 novembre, du moins sa carcasse. Et nous avons également des gains de terrain ici dans le secteur de Verbovier, où les Russes ici ont sécurisé plus de 70 km² de terrain cette dernière semaine. Ils ont lancé une attaque dans le village de Orestopil le 14 novembre avec leur infanterie. Plusieurs drapeaux y ont été hissés. Également dans le village de Haï, hier, des éléments d'infanterie russes ont hissé là également leur drapeau dans ce même village. Et enfin, plus tôt dans la semaine, le 13 novembre ici, c'est le village de Danilivka qui a été attaqué par l'infanterie russe. Toutes ces informations ont permis ici aux Russes de sécuriser ces parties de terrain dans ce secteur et nous allons maintenant nous diriger vers le front de Dnipro Sud, donc qui fait la jonction ici avec le front de Zaporizhia. Comme vous pouvez le voir, nous avons la ville de Oulialpol, qui était la ville la plus importante de cette zone. Et d'ailleurs, les Russes n'ayant jamais réussi à approcher la ville depuis le sud, donc depuis le village de Marfopil, et c'est maintenant par l'est qu'ils ont réussi à trouver une faille dans le dispositif défensif ukrainien. Zone dans laquelle les Russes ici ont avancé de manière significative cette dernière semaine. Ce n'est pas moins de 60 km² de terrain qu'ils ont sécurisé, donc plusieurs villages sont maintenant passés sous leur contrôle. Après octobre 2022, lorsque les Européens et les Ukrainiens ont décidé de ne plus négocier, les Russes ont compris que la voie de la négociation était fermée et qu'il fallait partir sur une autre logique. Et c'est exactement ce que le commandant en chef des forces russes en Ukraine, le général Sourovikine, a expliqué le 18 octobre 2022. Il a dit « À partir de maintenant, nous ne ferons plus de grande avance sur le territoire ukrainien. Nous attendrons l'ennemi qui avance et nous le détruirons méthodiquement. » Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils ne cherchent pas à avancer, ils cherchent à détruire, à démilitariser. Je vous rappelle que c'était un des deux objectifs évoqués par Vladimir Poutine le 24 février 2022, c'est de démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire d'en faire un pays qui n'est plus une menace pour la population russe qui vit en Ukraine.
En Pologne, après la découverte dimanche de rails endommagés par une explosion sur la ligne ferroviaire reliant Varsovie au sud-est du pays, le Premier ministre Donald Tusk a dénoncé un acte de sabotage sans précédent visant la sécurité de l'État polonais et ses citoyens. Très fréquentée, cette voie est aussi d'une importance cruciale pour acheminer l'aide vers l'Ukraine, a rappelé le chef du gouvernement. Aucun incident ni victime n'est à déplorer grâce à la vigilance d'un conducteur de train qui a repéré des anomalies sur les voies et donné l'alerte à temps. Les autorités soupçonnent une implication de Moscou en raison du soutien apporté par la Pologne à l'Ukraine. Prawdopodobieństwo, że dzieje się to na zlecenie obcych służb jest bardzo wysokie i decyzje prokuratury kwalifikujące to zdarzenie również to potwierdzają. Après cette découverte, des dégâts ont également été constatés sur une autre section de la ligne près du village de Mika à une centaine de kilomètres au sud-est de Varsovie. Le parquet national polonais a annoncé l'ouverture d'une enquête. Puisque pour rappel, Pokrovsk, c'est ici. Donc les Russes ont coupé l'axe entre Pokrovskie et Ulialpol à hauteur du village de Danilivka le 13 novembre. Et maintenant, comme vous pouvez le constater ici, Ulialpol est menacé par le nord-est et l'est où les forces russes ont percé ici les défenses ukrainiennes. La Hongrie reçoit, elle est toujours alimentée en pétrole russe via le léoduc Druzhba. Orban soutient que les sanctions européennes contre Moscou n'ont pas été votées à l'unanimité, comme devraient l'être les sanctions au sein de l'Union européenne. L'Union européenne veut faire passer ces sanctions pour des mesures commerciales qui peuvent être votées seulement à la majorité. Alors le Premier ministre hongrois veut contester ce passage en force à la CJCE. A-t-il une chance, selon vous, Thibaut Gibelin ? En fait, on est dans un rapport de force qui dépasse de loin maintenant les questions de droit. Puisque cette question de l'acheminement énergétique, c'est une question de vie ou de mort économique, si bien qu'on va y revenir, le principal motif du voyage de Viktor Orban à la Maison-Blanche, ça concernait que l'exemption accordée par l'Amérique pour fermer les yeux et laisser la Hongrie s'approvisionner en énergie bon marché de Russie, mais c'est aussi un signe positif qui fait que maintenant l'industrie allemande souhaite sortir aussi des sanctions des sanctions vis-à-vis des énergies russes, parce que c'est la seule manière de rendre l'industrie allemande compétitive. Donc, on voit que le rapport de force, il ne va pas se dessiner uniquement à la Cour de justice. La Cour de justice sera peut-être simplement la manière dont seront formulés des rapports de force qui vont se discuter derrière, je dirais, le rideau, et qui mettent aux prises ceux qui font passer des intérêts concrets d'existence économique et ceux qui voient dans la séparation, mais je dirais définitive, de la Russie et du prolongement eurasiatique qu'est la Russie, quelque chose de nécessaire, la rupture entre l'Europe et la Russie. Des MiG-29 soviétiques, des F-16 de fabrication américaine, des Mirage français et peut-être bientôt des Rafales. L'Ukraine veut agrandir sa flotte aérienne en y intégrant le fleuron de l'industrie aéronautique française. C'est vraiment un facteur de changement majeur, parce que c'est vraiment la faiblesse aujourd'hui de l'Ukraine, c'est l'aviation, parce qu'aujourd'hui il y a trois conditions. Il faut d'abord abattre les missiles russes qui frappent les populations civiles ukrainiennes, on le sait, avec une intention de tuer, de détruire depuis 3 ans et demi, que deuxièmement il y a la situation sur le front, et que troisièmement il faut utiliser aussi les Rafales pour frapper les bases militaires russes, les dépôts de munitions dans la profondeur du terrain russe. C'est aussi à ça que ça sert, et ça c'est urgent. Il y a effectivement urgence pour l'Ukraine. Pourtant, la livraison de Rafale risque de prendre du temps. D'abord parce que Kiev et Paris n'ont signé qu'une lettre d'intention. Il ne s'agit pas d'une commande ferme et définitive. Les termes peuvent encore changer. Ensuite, à cause de la quantité envisagée, jusqu'à 100 Rafales livrés à l'Ukraine. L'entreprise Dassault qui les produit a déjà augmenté sa cadence cette année pour fabriquer 4 ou 5 avions chaque mois. Mais elle a également d'autres clients à fournir. Et il y a enfin les durées de formation. Il faut habituellement 3 ans pour apprendre à piloter un Rafale. D'ici là, l'Ukraine pourra probablement compter sur les Gripen suédois. Kiev a récemment signé une lettre d'intention pour en acheter 100 à 150 exemplaires. Des avions de chasse qui s'utilisent plus facilement que leurs concurrents et qui ont l'avantage de pouvoir s'adapter aux armes de fabrication ukrainiennes.
Depuis le début de la guerre, Orban a toujours protesté contre les sanctions européennes, il s'y oppose, mais il a finalement tout accepté. Fera-t-il de même cette fois-ci avec ces sanctions contre le pétrole ? Alors là, en fait, précisément, on change d'échelle, en fait. C'est-à-dire que le fait de ne pas envoyer certains composants, de se priver de certains biens ou services venant de Russie, finalement, c'est quelque chose de relativement secondaire. Et surtout, c'est quelque chose qui est très largement contourné par tous les acteurs économiques, à commencer par, évidemment, l'Allemagne et la France, où en fait, on fait du commerce via le Kazakhstan, via d'autres pays d'Asie centrale, qui sont en fait des plateformes via lesquelles on continue d'avoir des affaires avec la Russie. Donc la manière de pouvoir contourner ces sanctions fait qu'on peut accepter formellement de les mettre en place parce que les grands acteurs économiques européens sont les premiers à ne pas les respecter. En revanche, pour le pétrole, c'est vrai que l'Europe achète énormément d'hydrocarbures via l'Inde. Et évidemment que c'est l'Inde qui raffine du pétrole russe. Donc il y a cette triangulation qui s'opère aussi sur les énergies. Pour la Hongrie, c'est un blocage qui, pour l'instant, elle a réussi à sanctuariser. Et le fait que Viktor Orban ait obtenu de la Maison-Blanche directement une exemption laisse penser que ça va rester comme ça. 13 pour, 2 abstentions et pas des moindres, celles de la Chine et de la Russie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc voté en faveur ces dernières heures de la résolution américaine pour Gaza au Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution qui prévoit sans toutefois en détailler ni la composition ni le calendrier, le déploiement d'une force internationale dans l'enclave palestinienne. Elle sera chargée de sécuriser les frontières et de désarmer les combattants. À l'instant, Mahmoud Abbas salue cette résolution américaine et appelle à son application immédiate. Avant le vote, Israël avait critiqué le texte qui évoque par ailleurs l'éventualité de la création d'un État palestinien. Mais au final, les termes employés dans le texte n'inquiètent pas tant que ça le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Pourquoi ? Écoutez Stéphane Amar à Jérusalem. Il y a des réactions assez diverses. Il y a d'abord celle de la droite et de l'extrême droite ou de personnalités comme Avigdor Lieberman qui trouvent que cette résolution n'est pas bonne pour Israël parce que justement, comme vous le disiez, elle mentionne la possibilité de création d'un État palestinien. Or, cela, pour cette partie de l'opinion israélienne, de la classe politique, c'est parfaitement exclu. Il est hors de question, et Benyamin Netanyahou d'ailleurs l'a répété ces derniers jours, de création d'un État palestinien entre la Méditerranée et le Jourdain. Mais cela dit, globalement, et notamment du côté de l'entourage de Benyamin Netanyahou, on essaye de voir le bon côté des choses. D'abord, cette mention d'un État palestinien, elle reste tout de même assez vague. C'est un souhait pour le futur. Aucune décision concrète n'a été annoncée. Et puis, il y a la mention, par contre, de la démilitarisation du Hamas. Et ça, c'est une priorité absolue pour les Israéliens. Le gouvernement Netanyahou fait valoir que les États-Unis soutiennent Israël sur ce chemin. Et enfin, dernier point qui suscite aussi un certain enthousiasme ici, on va en parler plus tard dans le journal, c'est cette normalisation annoncée avec l'Arabie saoudite qui pourrait changer la configuration dans la région. Et on sait bien que si Donald Trump a fait passer cette résolution avec la mention de l'État palestinien, c'est justement pour favoriser cette normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Levin qui vient dîner, c'est ton thème aujourd'hui, de la grande visite à la Maison-Blanche aujourd'hui. En fait, on va dérouler ça en 2 temps parce que hier, il y a eu un vote, disons-le, surprenant quand même aux Nations Unies, au Conseil de sécurité pour encadrer le plan de paix déposé par Donald Trump à la fin septembre et qui, pour l'instant, tient la route. Le cessez-le-feu, brinque-ballant, mais néanmoins tient la route. Et puis là, ce qui s'est passé aux Nations Unies, mais tu as raison, dans l'actualité plus chaude, puisque ça va arriver bientôt, devine qui vient dîner, devine qui vient luncher. Mohamed Ben Salman, qui est le patron de facto de l'Arabie saoudite, un homme qui était infréquentable il y a encore quelques années, entre autres pour avoir transformé en steak haché un opposant du régime, Jamal Khashoggi, qui s'était retrouvé effectivement dépecé par les forces de sécurité de l'Arabie saoudite. Ça avait indigné la communauté internationale, on en a souvent parlé. Le président Biden avait dit « Je ferai de l'Arabie saoudite un État infréquentable ». C'est un État voyou et nous ne le fréquenterons pas. Une des premières choses qu'il a dû faire, c'est manger cette promesse puisqu'il est allé quêter
chez les Saoudiens une augmentation de leur production de pétrole pour faire baisser le coût de l'essence aux États-Unis et donc de l'inflation. C'est aujourd'hui... Parce que tu es dans une région du globe où si t'es américain, tu peux pas magasiner tant que ça parmi les alliés. Là, fait qu'à un moment donné... Évidemment. Et ça nous dit donc que dans les rapports entre les pays, il n'y a pas d'amis mais des intérêts, comme le disait le général de Gaulle, et les intérêts des États-Unis comme d'autres pays. On pourrait parler aussi d'Israël. C'est d'entretenir de bonnes relations avec cette puissance régionale qui est en train de devenir un acteur international extrêmement conséquent. Pour l'anecdote, je sais qu'on me reproche souvent chez ceux qui nous écoutent d'ouvrir des parenthèses dans mon pitch, mais j'ouvre une parenthèse parce qu'elle est intéressante. Celui qui a été transformé en steak haché par les hommes de main de M. Khashoggi, Jamal Khashoggi, était le neveu d'un personnage extraordinairement intéressant dans l'histoire du 20e siècle, un milliardaire, marchand d'armes, qui était l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis sous l'administration Reagan dans l'affaire Iran-Contra. Quand les Américains l'administration de M. Reagan avait contourné des règles qui lui interdisaient de vendre des armes à l'Iran, et on peut l'imaginer, pour financer de l'aide qu'il donnait à un mouvement révolutionnaire d'extrême droite en Amérique du Sud, au Nicaragua, là aussi en contravention de tout ce qui avait été adopté comme règlement loi aux États-Unis. Et M. Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, était aussi en affaires avec qui? M. Epstein. Jeffrey Epstein. Non, ouais. Jeffrey Epstein. Il était en business Jeffrey avec Epstein. Oui, Jeffrey on peut-tu dire le monde est petit? Administrateur. Alors, il y a un monde qui est, lui, effectivement, très petit. Donc, fin de ma parenthèse sur les liens entre la famille Khashoggi et particulièrement l'oncle avec Jeffrey Epstein. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le prince puissant se présente à Washington. C'est la confirmation de ce qu'il est aujourd'hui, l'acteur incontournable de la région, mais aujourd'hui aussi ailleurs que dans la région. L'Arabie saoudite est un acteur archi important parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils pèsent aussi géopolitiquement au sein des BRICS et parce que, malgré toute notre indignation, il est impossible de ne pas faire affaire avec lui et c'est la confirmation de ça aujourd'hui à Washington. Il faut voir aussi que M. Trump n'a pas peur des conflits d'intérêts. Il est en affaires, ou à tout le moins ses fils sont en affaires avec l'Arabie saoudite. Il y a des hôtels sous licence Trump qui s'ouvrent à Jeddah. Il y a des projets à Riyad. En 2024, c'est Forbes qui rapportait ça, le magazine. Alors qu'il n'était pas encore président, il y avait plus ou moins 50 millions de dollars d'affaires qui étaient retournés vers les coffres de la famille Trump. Et c'est encore vrai aujourd'hui. À quelle hauteur, c'est probablement plus difficile. Ce que tu comprends pas, Stéphane, c'est qu'il y a des rideaux de fer là, qui séparent. On ne parle pas de ces choses-là. Il y a la politique, il y a les affaires, puis il y a des rideaux de fer qui séparent ça. Exactement. Pour éviter tout conflit d'intérêts. Dans le monde des affaires, on parle de mur de Chine. Alors là, c'est un mur de fric. Et Jared Kushner, qui n'est plus, officiellement lié aux opérations de la Maison-Blanche, comme il l'était dans la première administration, le beau-fils du président, mais il joue un rôle dans la négociation entre la Palestine et Israël. Jared Kushner, lui, est résolument en affaires avec l'Arabie saoudite, des grosses affaires. Des véhicules en feu et des vitres brisées. Ces habitants du village de Jabba en Cisjordanie occupée sont désemparés et constatent les dégâts. L'attaque s'est produite ce lundi, quelques heures après l'évacuation par les autorités israéliennes d'un avant-poste de colons dans la même zone. Nous étions chez nous quand nous avons entendu du bruit. Je suis sorti et j'ai vu des hommes masqués lancer des pierres vers la maison et briser les vitres de la voiture. Nous avons pris peur et nous sommes partis. Il s'est avéré qu'il s'agissait des colons israéliens. Ils ont cassé toutes les fenêtres de la maison à l'avant et à l'arrière. Ils ont lancé des cocktails Molotov à l'intérieur de la maison. Plus de 260 attaques de colons israéliens ont été enregistrées sur le seul mois d'octobre 2025, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. C'est plus que durant n'importe quel autre mois depuis 2006. Une recrudescence des violences qui va crescendo depuis les massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Assez rare pour être souligné, Benyamin Netanyahou a tenu personnellement à réagir.
Je condamne avec la plus grande sévérité ces violentes émeutes menées par un petit groupe d'extrémistes qui veulent se faire justice eux-mêmes et qui ne représentent pas les habitants de Judée-Samarie. J'ai l'intention de m'occuper personnellement de cette affaire. L'occupation de la Cisjordanie s'est étendue sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967. Mais elle s'est nettement intensifiée sous l'exécutif actuel, l'un des plus à droite de l'histoire du pays. Plus de 500 000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie, dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelques 3 millions de Palestiniens. La manœuvre de Trump aux Nations Unies est un impérialisme américain déguisé en processus de paix. L'administration Trump pousse cette semaine au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution conçue par Israël visant à éliminer la possibilité d'un État palestinien. La résolution fait 3 choses. Elle établit le contrôle politique des États-Unis sur Gaza, elle sépare Gaza du reste de la Palestine et elle permet aux États-Unis, et donc à Israël, de déterminer le calendrier du prétendu retrait israélien de Gaza, ce qui reviendrait à ne jamais le faire. C'est de l'impérialisme déguisé en processus de paix. En soi, ce n'est pas une surprise. Israël dirige la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. Ce qui est surprenant, c'est que les États-Unis et Israël pourraient en réalité s'en tirer avec cette parodie, à moins que le monde ne s'exprime avec urgence et indignation. Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU établirait un Conseil de la paix dominé par les États-Unis et le Royaume-Uni, présidé par nul autre que Donald Trump lui-même, et doté de vastes pouvoirs sur la gouvernance, les frontières, la reconstruction et la sécurité de Gaza. Cette résolution marginaliserait l'État de Palestine et rendrait tout transfert d'autorité aux Palestiniens dépendant du bon vouloir du Conseil de la paix. Ce serait un retour manifeste au mandat britannique d'il y a 100 ans, avec pour seule différence que ce seraient les États-Unis et non la Grande-Bretagne qui détiendraient le mandat. Si ce n'était pas si tragique, ce serait risible. Comme l'a dit Marx, l'histoire se répète, d'abord comme tragédie, puis comme farce. Oui, cette proposition est une farce. Pourtant, le génocide perpétré par Israël ne l'est pas. C'est une tragédie de premier ordre. Incroyablement, selon le projet de résolution, le Conseil de la paix se verrait accorder des pouvoirs souverains à Gaza. La souveraineté palestinienne serait laissée à la discrétion du Conseil, qui seul déciderait quand les Palestiniens seraient, je cite, « prêts », fin de citation, à se gouverner eux-mêmes, peut-être dans 100 ans. Bonjour Vincent Hervouette. Hola compañero, bonjour à tous. Oui. Vous revenez sur les élections au Chili le week-end dernier, vous dites c'est Pinochet qui ressuscite. Oui, alors si vous additionnez les voix des candidats de la droite libérale, de l'ultra-droite, de la droite populiste, de la droite libertarienne, eh bien vous arrivez à 70% des voix. La candidate de la gauche unie est arrivée en tête du premier tour, mais elle n'a aucune réserve de voix, aucune chance d'être élue. Alors qu'à droite, le premier tour a servi de primaire. Ils étaient 4, ils se sont présentés dans le désordre, mais ils se sont rassemblés au soir des résultats. Seul le plus iconoclaste a rendu leur liberté à ses électeurs, pour la plupart des Chiliens qui votaient pour la première fois, car la participation est désormais obligatoire. C'est la première leçon de l'histoire. Quand vous confisquez leur canne à pêche aux abstentionnistes, eh bien, ils se vengent. Ils votent pour le candidat anti-système, celui qui dénonce les politiques. Et c'est ce qui s'est passé avant-hier au Chili. Alors comment vous expliquez, Vincent, ce raz-de-marée de droite au Chili ? Il y a 2 raisons assez faciles à deviner, l'immigration et l'insécurité. L'afflux de centaines de milliers de Vénézuéliens en situation irrégulière qui ont fui le paradis bolivarien et l'explosion d'une violence dont le Chili n'avait pas du tout l'expérience. Le trafic de drogue a décuplé, on compte 2 enlèvements par jour en moyenne et le taux d'homicide a doublé en 20 ans. Et pourtant, le Chili est l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. On y a beaucoup parlé pendant la campagne des prisons salvadoriennes. L'un des candidats voulait expédier tous les clandestins et le finaliste semble admirer autant Nayib Bukele que Donald Trump. Alors le finaliste s'appelle justement José Antonio Cast.
Alors, José Antonio, comme le fondateur de la phalange espagnole, et caste comme son père qui a servi dans la Wehrmacht. Il a 9 enfants, il est catholique pratiquant, il promet d'avoir la main lourde, une pointe de fer, et aux yeux des progressistes, eh bien, il incarne la revanche de Pinochet. C'est la 3e fois qu'il se présente et il s'est recentré au point d'avoir 2 rivaux à sa droite, mais il reste déterminé à expulser en masse les clandestins qui ne partiraient pas d'eux-mêmes. Il veut bâtir des murs à la frontière nord, des douves si nécessaire, mettre les trafiquants au cachot, renforcer l'armement de la police et envoyer l'armée dans les quartiers sensibles. Pour cela, il faut un gouvernement d'urgence. Sa chance, c'est que dimanche, les Chiliens votaient aussi pour renouveler la Chambre des députés et la moitié du Sénat. Et au vu des résultats, eh bien, il aura les mains libres pour gouverner. Alors, il promet aussi de refermer définitivement le chapitre de la dictature. Qu'est-ce que ça signifie ? Sans doute que le Chili redevienne le pays le plus stable, le plus sûr et l'un des plus riches du continent, ce qu'il a été pendant des décennies. Mais tourner la page, 35 ans après, c'est aussi se débarrasser des dernières scories. Il y aurait encore 140 détenus à la prison spéciale de Punta Punco, où sont enfermés les militaires et les policiers condamnés pour crimes contre l'humanité. Ils ont plus de 80 ans. Le gouvernement de gauche voulait en finir avec cette prison spéciale en y mettant des droits communs. Le prochain gouvernement sera tenté par une solution plus radicale encore, vider les cellules. Réponse après le second tour, à la mi-décembre. Et question subsidiaire, la vague de droite qui a emporté les États-Unis, l'Argentine, la Bolivie et maintenant le Chili, va-t-elle déferler l'an prochain en Colombie et même au Brésil ? Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Ce sont des images fournies par un institut public congolais. Elle montre la situation samedi sur le site minier de Kalando, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Kolwezi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Des dizaines de personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'un pont artisanal. On voit des corps extraits au fond de la tranchée et d'autres immobiles, allongés sur le côté. Malgré l'interdiction formelle d'accès au site en raison de fortes pluies et des risques d'éboulement, les creuseurs clandestins ont forcé l'entrée dans la carrière. Plusieurs sociétés minières de notre pays sont souvent victimes de ce type d'invasion par des creuseurs clandestins. Selon un rapport officiel, c'est en traversant précipitamment le pont que les creuseurs, dans un mouvement de panique provoqué par la présence de militaires sur le site, auraient provoqué son effondrement. Ils se seraient ensuite entassés les uns sur les autres. Les accusations portant sur le travail des enfants, les conditions de travail dangereuses ainsi que sur la corruption dans le secteur artisanal pèsent sur l'ensemble de l'industrie du cobalt en RDC, qui représente 70% de la production mondiale. Kalando est un site d'exploitation semi-industrielle assuré par un partenaire chinois. Plus de 10 000 creuseurs sont présents sur place. La mine fait l'objet depuis plusieurs mois d'un contentieux entre les creuseurs artisanaux, une coopérative minière censée les encadrer, ainsi que les exploitants. La Chine vient de franchir, elle, une étape stratégique majeure dans son approvisionnement en matières premières. Les premiers chargements de minerais de fer du méga-projet Simandou en Guinée ont commencé à être expédiés vers ces ports. Avec 20 ans de retard, ce gisement considéré comme l'un des plus riches au monde entre enfin en production. Une nouvelle qui pourrait rebattre les cartes du marché mondial du fer et renforcer durablement l'influence chinoise en Afrique de l'Ouest. Claire Broderst. Après 20 ans de blocage, Pékin voit enfin aboutir un projet minier considéré comme stratégique au plus haut niveau de l'État, l'exploitation du gigantesque gisement de Simandou en Guinée. Les tout premiers minerais ont quitté l'Afrique de l'Ouest à la mi-octobre pour un voyage de 45 jours vers la Chine. L'enjeu est immense, avec une teneur en fer supérieure à 65%, parfois qualifiée de caviar du minerai. Simandou pourrait atteindre une capacité annuelle de 120 millions de tonnes. De quoi représenter à terme près de 10% des importations chinoises, réduisant grandement la dépendance du pays envers l'Australie, partenaire devenu politiquement sensible, et le Brésil. Une sécurisation stratégique pour Pékin dans un secteur où la Chine absorbe déjà plus de 70% du commerce mondial. Mais l'enjeu n'est pas seulement économique. Avec Simandou, la Chine renforce son ancrage en Afrique de l'Ouest et avance ses pions dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Et ce premier chargement pourrait bien annoncer un basculement du marché mondial du fer, à un moment où les tensions géopolitiques et la transition énergétique redessinent déjà les équilibres. Aujourd'hui, arrêtez de lever les yeux au ciel. Les panneaux photovoltaïques que vous importez à hauteur de 21 milliards d'euros par an de Chine
pour l'Union européenne. Ils sont absolument pas, Madame Rousseau, produits dans des conditions écologiques que vous validerez. Donc il y a un moment, respectez l'intelligence collective et vous savez très bien que si vous allez visiter les usines de panneaux solaires en Chine, vous validerez pas le modèle, hein. Donc il y a un moment, il faut un peu se respecter, d'accord? Vous avez proposé une ligne aux Français et aux Européens, aux élections européennes. Votre candidate, elle a fait 5,1%. Que ça vous plaise ou non, le nucléaire a bien plus décarboné l'économie occidentale et l'économie chinoise que n'importe quoi de vos éoliennes ou toutes vos énergies photovoltaïques. Donc tout cela n'a pas de sens. On s'oblige dans notre pays à investir des milliards pour aller chercher des pouillèmes de CO2. Pardon, les pouillèmes, c'est du CO2, hein, je ne renie pas. Bon, les accords de Paris ont été signés à Paris, donc on se doit d'être exemplaire, mais l'exemplarité nous coûte cher. Je ne comprends pas pourquoi on a des textes européens qui nous obligent à avoir des moyens. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un pourcentage d'énergie renouvelable? À la fin, ce qu'on doit faire, c'est baisser les émissions. Baisser les émissions. Si on exprimait toute cette politique européenne en réduction d'émissions et laissant les pays choisir leurs moyens pour atteindre la réduction des émissions, je pense qu'on ferait, et je le dis aussi pour les entreprises, et je le dis pour les carburants aériens, je ne vois pas pourquoi le texte sur les européens sur les carburants aériens, il devrait dire, vous devez réduire de 30% les émissions des carburants aériens. Il nous dit, vous devez faire des fuels synthétiques en 2035 pour X%. Je savais pas que vous étiez tous compétents pour désigner la technologie. Non, mais je pense que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Revenons à du bon sens. Fixons-nous des objectifs de réduction. Discutons-les en fonction des points de départ. Et puis, laissons chacun des États, chacune des entreprises, atteindre son objectif. Enfin, si je dois répondre à cette question devant une commission d'enquête où j'ai juré, donc je pense que je ne vais pas répondre à la question. Mais en l'occurrence, oui, je fais confiance aux institutions d'un pays comme le Mozambique. Oui. Et je pense que nos démocraties s'honoreraient de faire confiance à tous ces États-là. Et arrêter de faire du néocolonialisme comme on veut le faire en permanence. Et de leur donner des leçons. Je pense que là où on a intérêt à travailler, et je me suis moi-même engagé auprès du président du Mozambique, pour lui dire, je veux que la justice de votre pays fonctionne. On a aussi fait appel à la Commission nationale des droits de l'homme qui fait son enquête. Je pense qu'on fera progresser l'ensemble de ces pays si on fait confiance dans leurs institutions et pas si on passe leur temps à leur donner des leçons comme on le fait sur beaucoup de sujets. Voilà ce que je pense du sujet. Donc oui, je fais confiance aux institutions du Mozambique qui font leur enquête et qui rendront leurs conclusions. En l'occurrence, je vous confirme que Total Energy n'a rien à voir avec l'armée du Mozambique. Et que dans ce dossier, les gens qui font passer des allégations fausses, j'aimerais bien qu'elles mettent les preuves sur la table. Elles n'en ont porté aucune. Donc je sais bien qu'on est au temps des réseaux sociaux et qu'il suffit de dénigrer des gens pour que ça devienne une vérité. Et en l'occurrence, regardons ce que la justice fera et dira. On fait beaucoup les comptes en ce moment, hein, entre Bercy, l'Assemblée, il y a des histoires de budget, de milliards dans tous les sens. Et puis, justement, dans ces comptes, il y a 10 milliards qui sont perdus, figurez-vous. Voilà. On ne sait pas où ils sont passés. C'était 10 milliards qu'on devait récolter. C'est pas moi qui les ai. C'est pas non, maintenant c'est pas moi non plus, je vous rassure. Les milliards de la TVA, ils sont où ces 10 milliards? Ils sont passés où? C'est assez surréaliste, hein. On a quand même 50 000 prévisionnistes qui sont payés par le contribuable, entre ceux de Bercy, de la Banque de France, de l'INSEE, et ils font des erreurs de calcul magistrales, hein, qui ne se comptent pas en millions ou en milliards, mais en dizaines de milliards. Et ce n'est pas un accident isolé, hein, ce qui arrive cette année. Chaque année, on se trompe. Alors l'an dernier, c'était 40 milliards. L'année d'avant, c'était 20 milliards. Voilà, c'est quand même assez considérable. Donc la ministre des Comptes publics... Donc à la limite, 10 milliards, c'est pas tant que ça. Vous dites, on s'en tire plutôt bien. On presque s'en tirer pas mal cette année. Alors, une commission d'enquête a été lancée pour mieux comprendre l'ampleur du problème. Amélie Montchalin a trouvé un coupable idéal, c'est la Chine. Hein, c'est les colis Chine. Et vous savez qu'ils ne sont pas soumis ni à la TVA ni aux droits de douane. Franchement, on a du mal à croire que ce soit la seule explication possible. Il y a un autre phénomène qui est en train de grandir en ce moment, c'est la seconde main. Ouais. On achète de plus en plus de meubles d'occasion, de vêtements d'occasion. Et là aussi, ce n'est pas soumis à la TVA, mais ça n'explique pas entièrement les 10 milliards. Et ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la raison, tout ça, ça va peser encore plus lourd sur les déficits. Oui, alors il y a quand même de bonnes surprises, hein, il faut le dire, c'est qu'on a beaucoup plus de rentrées d'impôts. Ah oui, on se trompe aussi dans l'autre sens. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Erreur de la banque en votre faveur. Voilà, exactement, mais tout cela, franchement... c'est qu'il faut rembourser quand sur notre compte, on a une erreur en notre faveur, on ne peut jamais le garder, l'argent. Exactement, non, franchement, ça ne fait pas très sérieux, surtout qu'on est en train de discuter du budget, on est en train de voter des dizaines d'impôts qui vont frapper des millions de Français. Et là, on a le principal impôt français, la TVA,
qui est vraiment un panier percé. Il faut dire que tout cela est un peu archaïque. La collecte de la TVA, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de fraude. Heureusement, le gouvernement a décidé de passer à la facturation électronique à partir de septembre prochain, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir faire des déclarations électroniques. On espère 3 milliards de recettes supplémentaires, parce qu'il y aura moins de fraude. Ouais. Mais voilà, mais là, encore une fois, on espère que les calculs soient à peu près justes. Bah oui, ça, on va demander aux 50 000 prévisionnistes de faire voir un petit peu leur copie. Exactement. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.